Monsieur Morin, dans votre dernier ouvrage Pensée globale, je vous cite, vous dites que nous vivons dans la préhistoire de l'esprit humain et que nous avons du mal à penser global. Brièvement, expliquez-nous, Monsieur Morin, quel est ce rapport avec la préhistoire et l'esprit humain? Bien. Mais écoutez, pour d'abord faire comprendre cette idée, imaginez-vous que nos ancêtres, il y a encore 60 000 ans, les hommes de Cro-Magnon, qui étaient déjà des gens de notre propre espèce, Homo sapiens, ils avaient déjà le même cerveau que nous. Ils avaient le même cerveau que Michel-Ange, que Hitler, que, si vous voulez, Einstein. Mais, évidemment, l'état de leur connaissance, de leur langage, de leur société, de leur civilisation, ne leur permettait même pas de savoir que c'était avec ce même cerveau qu'on ferait plus tard des missiles, des bombes atomiques, des chefs-d'œuvre de l'architecture, enfin, le meilleur et le pire. Alors, on croit aujourd'hui que, vu le développement de nos connaissances, de nos pensées, de notre technique, nous sommes arrivés au maximum de l'utilisation de l'esprit humain. En fait, c'était déjà Einstein qui disait, d'ailleurs c'est un chiffre qui n'a qu'une valeur symbolique, que simplement 10% de notre esprit est utilisé. Mais je dirais aussi que nous voyons bien la tendance, par exemple, même dans le monde des experts, des économistes, ils ont une vision d'abord fondée uniquement sur le calcul. C'est-à-dire, ils ne savent pas qu'avec le calcul, on peut connaître des choses, mais on ne peut pas connaître l'essentiel de ce qui est humain, c'est-à-dire ni la joie, ni la souffrance, ni le malheur, ni le bonheur. Et puis, les visions sont compartimentées. On voit d'un côté l'économie, de l'autre côté la sociologie, de l'autre côté la psychologie. Les experts, ils envoient des rapports compartimentés sur leur domaine, mais ils sont incapables de saisir la réalité globale de notre destin, et notre monde de notre destin au moment de la mondialisation. Nous subissons ce processus de mondialisation sans pouvoir le penser véritablement, pas seulement parce qu'il est accéléré, mais en même temps parce qu'il est complexe. Et moi, j'ai l'impression que, donc, aujourd'hui, par exemple, les fanatismes, les dogmatismes, les visions unilatérales, tout ça nous indique que nous n'avons pas encore développé les forces de notre esprit qui sont capables d'affronter les problèmes de la complexité sociale et humaine. Donc voilà un petit peu comment je pense que, vous savez, aujourd'hui, où ont été popularisées les idées de M. Fukuyama, disons on est à la fin de l'histoire, on a trouvé maintenant toutes les bonnes formules, la démocratie libérale et l'économie de marché, maintenant il faut les appliquer, tout sera même merveilleux. Moi je ne dis pas du tout, on est à la fin d'une certaine histoire, mais tout est réinventé, il y a une nouvelle société à réinventer au niveau, pas seulement de chaque nation, mais au niveau de la planète, il y a une nouvelle pensée, il y a effectivement beaucoup une meilleure façon de vivre les uns avec les autres qui doit être trouvée. Donc c'est pour ça que je dis que notre esprit n'a pas encore utilisé toutes ces possibilités pour créer un monde qui ne soit pas aussi terrible, pas aussi dangereux, pas aussi malfaisant que celui que nous subissons. Vous évoquez les experts et vous dites qu'ils sont incapables de pensée globale, pour reprendre votre expression. Vous diriez que c'est ce qui explique aussi l'absence de vision politique par rapport aux grands problèmes que nous traversons aujourd'hui. Je pense à la question des migrants, à la question des attaques terroristes que la France, mais le monde aussi, connaissent. Quel regard vous portez sur cette absence de vision politique aujourd'hui? Bien, la compartimentation de la connaissance joue un rôle, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une dégradation totale de la pensée politique.
disons encore dans la première partie du XXe siècle, il y avait une pensée forte qui animait aussi bien les partis socialistes ou communistes que même les partis modérés. Il y avait Tocqueville, chacun avait ses propres penseurs. Il y avait quand même Karl Marx, il y avait Proudhon, et qui avaient, eux, donné une vision de leur époque. Or, aujourd'hui, non seulement l'œuvre de ces penseurs n'a pas été prolongée avec les connaissances et les événements nouveaux, mais elle a été complètement abandonnée. Et, si vous voulez, il y a une absence de pensée politique. Finalement, que se passe-t-il? Ce qu'on appelle la droite gère le monde actuel pour le conserver en bon état, si possible. Et malheureusement, à gauche, il n'y a plus l'idée d'une voie nouvelle qui pourrait améliorer la société. Et finalement, elle se rallie aux dogmes régnants, qui sont ceux de l'économie libérale, au profit évidemment des possédants. Donc, si vous voulez, il y a une crise de la pensée politique, et aussi, je dirais que moi, ce que je pense que il y a un dépérissement du peuple républicain en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans le fond, encore, quand vous pensez au début du XXe siècle, les instituteurs de campagne, ils éduquaient les populations aux idées républicaines d'égalité, liberté, fraternité. Les partis politiques, ils avaient des écoles théoriques pour apporter les idées de solidarité internationale, et eux-mêmes, ils prolongeaient les idées de la Révolution française et de la République. Nous avions donc un peuple républicain formé par les éducateurs, par les partis. Or, aujourd'hui, ces partis ont disparu. Les instituteurs de campagne ont disparu avec les campagnes. Beaucoup d'enseignants se sont refermés sur leur discipline. Et effectivement, moi je vois beaucoup de vieux qui disparaissent, et avec eux tout un grand héritage culturel. Donc nous avons cette crise aussi, je dirais que le dépérissement du peuple républicain, du peuple de gauche, est lié à la dégénérescence de la pensée politique des partis politiques. Et c'est dans la société civile que je trouve aujourd'hui des forces de régénération, mais qui sont très dispersées et très isolées. Précisément, vous évoquez la République, les valeurs de la République. Pensez-vous, Monsieur Morin, qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous évoluons, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité sont encore des clés pour refonder autre chose? Je pense que ce sont des idées essentielles qui sont nécessaires, mais évidemment, ils ne sont pas suffisantes. Il faut indiquer une voie pour réaliser ces idées. Et puis, il faut comprendre une chose, c'est que cette formule trinitaire est une formule qui elle-même doit être vue dans la complexité, parce que la liberté toute seule, elle tente à détruire l'égalité. Regardez la liberté économique, ça signifie quoi? Ça signifie que le développement d'une énorme inégalité. Bon, donc si vous voulez, il faut que l'égalité soit maintenue par des dispositifs légaux et sociaux. Bon, mais si vous imposez trop l'égalité par la force, vous détruisez une partie de la liberté. Donc il y a un problème d'équilibre. Et en plus, la fraternité, vous ne pouvez pas la décréter. Malheureusement, la fraternité, c'est quelque chose qui vient de la part des gens, des citoyens. Or, elle existait sous des formes diverses. Du temps de la grande famille, il y avait une solidarité entre les membres d'une grande famille. Dans le temps, dans les villages, en dépit des querelles de voisinage, vous aviez une grande fraternité. Vous aviez une fraternité des travailleurs, quand justement, en plus, entretenaient les syndicats.
vous aviez des phénomènes d'entraide dans les villes. Je me rappelle, quand dans mon jeune âge, une personne tombait dans la rue, il y avait aussitôt 3 autres qui venaient pour l'aider, pour la soulager, pour voir ce qui se passe. Aujourd'hui, quelqu'un tombe dans la rue, les gens continuent à suivre leur chemin en disant c'est au SAMU, c'est aux flics de s'en occuper. Moi, j'ai rien à en foutre. Donc, la courtoisie, qu'est-ce que c'est la courtoisie? C'est une façon de dire à l'autre, vous existez. Si vous dites à un inconnu que vous rencontrez à la campagne, pourquoi vous disiez « bonjour monsieur, ça va, beau temps ?» C'est-à-dire, vous existez. Si vous croisez quelqu'un sans lui dire un mot, vous n'êtes rien, vous n'existez pas. Tout ceci tend à disparaître. Donc, si vous voulez, il y a ça dans les petites choses comme dans les grandes choses, il y a la perte. Et moi-même, j'avais, du reste, il y a pas mal de temps, c'était l'époque des années 80, j'avais suggéré qu'on puisse créer des maisons de la solidarité, des maisons de la fraternité, dans les quartiers des grandes villes, ou bien dans les villes moyennes. Pourquoi? Parce que je pense que ni les hôpitaux, ni les associations qui existent de solidarité, comme le Secours populaire, ne suffisent pour traiter des malheurs, des solitudes, de gens qui sont seuls, de femmes abandonnées, de vieux isolés, de jeunes paumés, etc. Et que dans le fond, il faut des lieux où on régénère la fraternité, la solidarité. Donc ça manque beaucoup actuellement dans notre civilisation. Et même, si vous voulez, quand nous développons la mondialisation, il y a à côté des aspects positifs, il y a des aspects très négatifs. Nous détruisons des solidarités locales qui sont très fortes et qui existaient. Les communautés en Afrique, dans d'autres pays, c'était des choses qui fonctionnaient naturellement. On aidait son voisin, on aidait l'autre. Bon, maintenant, nous détruisons tout ça. Et donc, si vous voulez, il y a un grand problème. C'est la régénération de la solidarité et de la fraternité. C'est la régénération de l'égalité, parce qu'il y a un excès d'inégalité qui croît sans cesse dans le monde. Et c'est aussi une protection de la liberté qui, aujourd'hui, est de plus en plus menacée. Donc, nous sommes dans une époque de régression et de grand péril.